Je vous remercie d'être présent pour la seconde partie du Tourisme Digital Day, événement organisé par Bretagne Pays de Loire. Nous allons débuter cette seconde partie sur la thématique l'expérience culture immersive en château. Comment le numérique a réinventé l'expérience culturelle? Quels sont les nouveaux comportements des visiteurs? Comment on réfléchit à un parcours cohérent qui allie l'humain et le digital? Pour répondre à toutes ces questions, Nicolas Ribert, responsable de la veille chez Laval Virtuel, qui accompagne des lieux touristiques et des musées pour leur permettre d'intégrer des technologies immersives, et Xavier Villebrun, directeur du service patrimoine de la ville de Laval, seront présents en duplex. Bonjour Nicolas et Xavier. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un bon retour de son de votre Alors je côté? vous entends de loin, mais je vous entends, ceci dit. Très bien. Eh bien, nous allons parler un petit peu plus fort. Donc, on vous fait un petit coucou en direct du Laval Virtual Center. Et donc, on va partager notre présentation. Oui, je vous propose juste effectivement d'introduire le format. Nicolas Ribert, donc responsable de la veille chez Laval Virtuel. Vous allez d'abord nous faire un peu de pédagogie effectivement sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et puis après, nous aurons l'exemple de Xavier qui pourra nous expliquer effectivement ce qui a été mis en place dans le château de Laval. Est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. Très bien, je vous laisse la parole. Cette fois-ci, j'arrête de vous embêter. Non, non, vous ne nous embêtez pas. On voudrait juste s'assurer que vous avez bien notre présentation à l'écran. Et vous devriez voir le Laval Virtual Center. Si vous pouvez juste me le confirmer. Oui, ça C'est va. Pour nous, ça va. très, très bien. Alors, on est lancé. C'est bien en direct du Laval Virtual Center, depuis Laval en Mayenne que nous vous parlons. Le Laval Virtual Center, c'est la mecque de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, à savoir en anglais VR for Virtual Reality et AR pour Augmented Reality. Alors, deux notions que l'on va définir immédiatement pour commencer, à savoir ici, vous avez une partie de Beat Saber. Le Beat Saber, on est immergé dans un jeu et on va être amené, alors qu'on chausse un casque de réalité virtuelle, à interagir avec des éléments 100% virtuels. Et on peut imaginer la même chose pour la visite d'un monument ou d'un élément du patrimoine. Sur cette slide ici, vous avez une personne qui a chaussé des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'elle voit son environnement en 3D à 360, mais il y a une couche d'éléments virtuels qui va interagir, avec laquelle elle va interagir entre les éléments qu'elle voit et elle pourra donc interagir avec ces éléments-là. C'est la notion augmentée du virtuel dans l'espace réel. Laval Virtual, juste deux mots pour démarrer avant de passer la parole à Xavier. C'est avant tout un salon historique puisqu'il date depuis 1999. C'était le leader mondial. Donc, c'est plus de 9000 mètres carrés d'exposition, plus de 300 expositions chaque année, 150 conférenciers et une édition qui se déroulera en 2021 du 14 Oh, apparemment, désolé, on a un petit souci technique puisque apparemment mon PowerPoint n'est pas partagé dans le document. Donc, je relance le tout, fenêtre, voilà, désolé. Si vous voyez tout correctement, c'est rectifié. Ce sont les aléas du direct. Je vous prie de nous en excuser. Voilà, donc c'est bien partagé. Vous avez, si vous avez le retour, voilà, désolé, on est revenu dans Oui, Laval c'est bon, Virtual. on voit Laval parfaitement la Virtual, c'est présentation. aussi
un festival d'art en réalité virtuelle de référence avec 5 jours d'exposition. Laval Virtual s'exporte jusqu'en Chine avec le Laval Virtual Asia, puisque nous travaillons sous licence. Là, on est du tourisme. Là, c'est la Mayenne qui s'exporte en Chine avec la 4e édition en 2021. Un partenariat en Europe du Nord avec les VR Days à Amsterdam du 4 au 6 novembre, donc un événement qui va être 100% virtualisé. Et là, en B2B aussi exactement, avec plus de 50 nationalités. Toute l'année, nous occupons le terrain avec les Laval Virtual Days. Les derniers viennent d'avoir lieu sur la thématique du sport. C'est lancé depuis 2014 et c'est sur le principe de demi-journée où les professionnels et les utilisateurs se rencontrent par notre intermédiaire. Chaque semaine, et là, si vous avez la projection sur écran, je vous invite juste à photographier le QR code. Vous avez toute une équipe qui veille les cas d'usage de la réalité virtuelle et augmentée. Et dans ce cas, nous éditons chaque mercredi une lettre sur le tourisme. Et donc, notre bâtiment accueille toute l'année des formations. Et nous sommes passés au Laval Virtual Congress avec la partie virtuelle, puisque nous avons été aussi la première mondiale à mettre en place un salon 100% en ligne sur une île où vous venez vous promener avec un petit avatar, une solution qui intéressera forcément les gens qui doivent organiser des événements et qui malheureusement ne peuvent pas se rencontrer physiquement. Donc je passe la parole à Xavier, de la direction du patrimoine de la ville de Laval, qui prend le relais. Voilà, je prends le relais. J'espère rester à peu près aussi brillant que mon prédécesseur et aussi rapide et synthétique pour vous dire que le patrimoine et le virtuel, au départ, ce sont deux données qui ne se rencontrent pas forcément. Mais à Laval, la création du salon a très vite conduit à proposer chez nous des solutions en réalité virtuelle. C'était une demande très forte des politiques d'inclure le virtuel dans les visites du château. Alors, c'était il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, on vous le demande. Ça peut paraître tout à fait ordinaire, ou en tout cas, ça peut être quelque chose de tout à fait compréhensible. À l'époque, on était vraiment dans la troisième dimension, quelque chose de très compliqué. Pour nous, le virtuel, c'était pas un monde ordinaire. Et très vite, sur le salon de la Verle virtuelle, on a pu chaque année expérimenter très rapidement des outils en réalité virtuelle pour développer le patrimoine, la connaissance du patrimoine, sa médiation et également le château de Laval qui s'est retrouvé au cœur de l'ensemble. Autant vous dire qu'on a pu tester énormément de solutions en 15 ans et c'est un petit peu aussi ce que l'on va essayer de faire partager, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, une équipe commerciale à dire que la réalité virtuelle, c'est génial. On est plutôt une équipe client qui, au bout de 15 ans, avons vu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, on a pu avoir une approche très diversifiée puisqu'on a essayé d'abord le grand écran géant. La réalité virtuelle, voilà, c'était avant tout un grand écran présent sur place avec de la réalité virtuelle en temps réel, c'est-à-dire qu'on interagissait avec ce monde virtuel avec des casques, mais on pouvait se déplacer à volonté. Cette solution de grand écran, c'était la première solution. 15 ans après, elle est toujours pertinente et c'est la solution qui est mise en avant et qui est préférée par les visiteurs au château parce que c'est une expérience très proche du cinéma, du home cinéma à la maison. On est assis. Quand on est âgé, on est bien content de ne pas être dans un dispositif dynamique. On profite de la totalité et pour des enfants, c'est très calmant. Donc ça, c'est la première solution qu'on a tentée. Deuxième solution également, je vous ai parlé de temps réel, c'est-à-dire d'interaction en permanence et en temps réel avec la réalité virtuelle. Ben, parfois, ce n'est pas forcément utile. Pour une exposition sur le château, sur la rivière la Mayenne et sur le lien entre le château et sa rivière, nous avons mis en place, par exemple, du précalculé. C'est-à-dire que ce n'est ni plus ni moins qu'un film en réalité virtuelle. Finalement, vous apercevez que par moment, faire un film, faire de la réalité virtuelle pour de la réalité virtuelle ou de la réalité virtuelle en interaction, c'est pas forcément utile. Vous avez des moments de contemplation avec des personnes qui préfèrent, et cette exposition se prêtait très bien à l'aspect contemplatif. Donc nous avons travaillé, vous voyez, sur un film en précalculé, une descente de la rivière, qui était un moment d'émotion et de repos au milieu de l'exposition et pas uniquement un moment d'exaltation. Voilà, la réalité virtuelle, ça peut être aussi du repos. On va continuer. Parmi les outils, effectivement, dont nous disposons maintenant, les compagnons de visite, on les voit se développer autour de solutions qui sont des tablettes.
Avantage, effectivement, les comportements individuels peuvent être renforcés. Il y a un dispositif de jeu qui peut être intégré. Nous, on l'a utilisé notamment pour des visiteurs individuels en semaine, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que le week-end, les groupes préfèrent être accompagnés. Et par contre, nous avions des visiteurs individuels peu nombreux en semaine qui mobilisaient un guide à attendre. Le compagnon de visite, elle répondait à la fois à des logiques d'économie pour nous, mais elle répondait aussi à des logiques de clientèle très particulières qui, dans ces cas-là, ne viennent pas forcément chercher l'interaction avec le groupe. Alors, ces compagnons de visite, on les a expérimentés. On va continuer. Voilà, parfois ça marche. Je prenais un exemple connu qui est celui du château de Falaise. Nous, on fait à peu près la même chose, mais parfois aussi, il faut le dire, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous, par exemple, nous avons abandonné le compagnon de visite en extérieur. Tout simplement parce que la solution tablette, aujourd'hui, ne permet pas de maîtriser les reflets. On peut capter les monuments, on a des solutions de captage, mais l'expérience, elle n'est pas optimum pour être courtois. Voilà. Donc, ensuite, deuxième partie, effectivement, l'avantage pour nous, c'est que ça a permis de développer un savoir transmédia entre les médiateurs et les scientifiques autour du château. Comment on approche un château? On va continuer. D'abord, effectivement, il ne faut pas tromper les visiteurs. Il ne faut pas leur faire croire qu'on sait tout, qu'on est capable de leur restituer le Moyen Âge, la Renaissance, le 19e siècle, comme on veut. On est dans une expérience qui est aussi hypothétique. Donc, on fait partager aux visiteurs l'hypothèse, des questions d'hypothèse, mais le mieux pour répondre à ces hypothèses que nous ayons trouvées, c'est de développer un contenu très artistique. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'hyper réalisme. On va tenter, par exemple, pour le 19e, de se rapprocher des gravures. Pour le 18e, également, des peintures anciennes. On va essayer de créer un monde hybride qui fait que le cerveau donne des indications de simulation, mais le cerveau donne aussi des indications de attention, c'est quand même pas le réel. Voilà. Et ça, nous, on tient à cette dimension entre l'art et la science. Si on continue, oui, effectivement, euh, c'est aussi un état de la connaissance. Je vous montre par exemple des présentations que l'on a pu le faire du château de Laval au XIe siècle. Dieu merci, on a été très bien servi par des fouilles qui nous permettent de restituer les mottes existantes, mais on n'est pas capable de dire, par exemple, si ces mottes sont synchrones exactement. Donc ça, il faut leur dire, voilà, c'est un état idéal. De même que vous avez une représentation de la collégiale seigneuriale qui est juste à côté du château, nous en avons des éléments, mais ce n'est pas une restitution fidèle et exacte, tout simplement parce que nous n'avons toujours pas réussi à savoir, à connaître l'état exact de sa simulation. Et sur la gauche, vous avez une représentation du château à la Renaissance où on a fait plusieurs tests de coloriage ou de colorimétrie puisque nous avons des enduits peints, mais nous ne savons pas si ces enduits sont totalement rouges, totalement blancs. Nous n'avons plus que des enduits lacunaires. Donc, on a présenté au public, lors d'expériences, au moment des journées de l'archéologie notamment, différentes simulations à partir de ce que pourraient être les peintures du château de Laval. Mais vous voyez, on va en faire un jeu. On va dire, bah voilà, il y a plusieurs solutions. Et pourquoi pas, alors on n'a pas mis bleu et jaune, mais on a des simulations avec du blanc, du rouge, donc qui sont l'état de nos connaissances. Si on continue, effectivement, voilà, du coup, ça nous oblige entre scientifiques, médiateurs, à tous s'installer autour de la table pour essayer à la fois d'élaborer des hypothèses, mais également élaborer un point de vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, lorsque vous allez devoir vous concentrer sur la restitution, vous allez devoir vous poser la question du monument, mais également de ce qui est autour du monument, et vous demander très clairement, ensemble, quelle est votre hypothèse, quel est ce que vous voulez montrer. Moi, je travaille beaucoup sur les interactions entre le château et la rivière et son milieu, de façon à ce que les gens puissent se représenter l'espace et puissent comprendre aussi quel était le poids de ces monuments sur le front de la rivière. Parce que Laval, c'est une particularité, c'est que voilà, le château est un geste politique très très fort sur la rivière et on veut le faire comprendre aux gens. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de bien maîtriser ces différentes, ce cadre hypothétique parce que c'est ce qui fait la durabilité du produit. Si vous avez choisi un bon angle, 15 ans après, on vous demandera toujours de travailler sur cet angle. Pour terminer, voilà, je voudrais donner également le retour par rapport aux différents types de visiteurs. La réalité virtuelle, pour nous, c'est pas uniquement un tableau, c'est quelque chose qui a créé de nouveaux modes de travail. Donc,
on va avancer. Euh, Par exemple, ce sont d'abord des images qui bougent. Donc pour les enfants, il y a une culture de l'image qui est très forte et qui permet de rééquilibrer le débat avec le médiateur, le sachant, le professeur. On voit que des enfants, par exemple, ou des adultes, d'ailleurs, qui se trouvent toujours en infériorité intellectuelle, qui se positionnent en infériorité intellectuelle face à un médiateur, retrouvent la parole, retrouvent l'interaction dès lors qu'on les place enfin à égalité. Et l'image, c'est très troublant pour le sachant, parce que plein de choses qu'on a mis plein de temps à acquérir se trouvent synthétisées en 3 minutes et les questions se déplacent. On va pas poser les mêmes questions, on va poser des questions sur et là derrière c'est comment, enfin des tas de choses qui vous déstabilisent et qui par contre donnent accroche au public qui est devant vous. Si on continue, effectivement, ça va permettre également de développer du matériel pédagogique très différent. C'est-à-dire que les enfants vont venir d'abord, ou les adultes, regarder la réalité virtuelle, ils vont visiter le monument, ils vont se poser des questions, ils vont ensuite exploiter, on va leur envoyer des slides, par exemple, comme vous le voyez, on va leur envoyer des mini-films, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc tout ça va permettre d'avoir un échange qui est très différent effectivement, avec les personnes. Et en même temps, dans la réalité virtuelle, c'est très troublant, c'est que ça donne une impression de déjà vu. C'est-à-dire que les gens vont vous montrer avec du doigt, par exemple, un lieu dehors en disant: «Ah là, il y avait ça». Donc vous voyez, vous modifiez par l'expérience le statut même de la personne qui est en face de vous. Ça, c'est très intéressant dans le dialogue. Alors, effectivement, dans la réalité virtuelle, bah, il n'y a pas d'interdit. Je le disais, par exemple, j'ai travaillé avec des groupes d'enfants venant de pays africains, avec un islam très rigoriste, et on s'est retrouvé, par exemple, dans les visites de ville, très vite attaqués sur le fait qu'on ne pouvait pas visiter l'église, hein, puisqu'ils ne voulaient pas rentrer dans les églises. Bah, il faut le savoir, il n'y a pas d'interdit sur la visite d'église en réalité virtuelle. A priori, là, on est dans l'angle mort, si j'ose dire, du rigorisme islamique, puisque ces enfants interagissent tellement avec ces mondes d'images qu'on rentre dans ces bâtiments, on discute et il n'y a absolument pas de problème. Donc, vous voyez, la réalité virtuelle, je ne vais pas faire un idéalisme, il y a ses limites, ce n'est pas, ça ne détrône pas le réel, mais c'est un outil qui vient modifier profondément le rapport entre le sachant et la personne que l'on a placée dans le rang d'enseigné. Il y a une espèce de libération qui permet en tout cas d'exploiter beaucoup mieux les potentiels du public, qu'ils soient adultes ou enfants. Alors, voilà. Après, le risque, il est parfois de croire que la réalité virtuelle, ce serait des figures imposées. Parmi les figures imposées, c'est la gamification générale. On vous explique qu'il faut être absolument interactif, qu'il faut absolument rentrer dans le monde des enfants, faire des jeux. Je vous dis, si vous ne tuez pas un ninja dans les 3 premières minutes, vous êtes un has-been. Donc, alors les 5 premières minutes même. Donc, moi, je crois qu'au contraire, la réalité virtuelle, c'est un outil de discussion, bien sûr, mais c'est aussi une ouverture vers un monde extrêmement poétique. Je crois à la dimension artistique et à la dimension pédagogique liée. Quand on était petit, on rêvait tous autour des dessins de Viollet-le-Duc. Ils avaient leurs limites, mais ils avaient aussi leur capacité à entraîner du rêve. La réalité virtuelle, à chaque fois qu'on l'utilise dans des moments à la fois de repos, des moments pertinents, ça peut être une ouverture extrême à la poésie, au rêve, et montrer que le patrimoine, c'est aussi de l'émotion. Parce que nous, on ne vend pas que du savoir, on vend, n'oublions jamais que le patrimoine, on le protège à la fois pour ses vertus de savoir, mais aussi pour ses vertus d'émotion. Et la réalité virtuelle entre, de ce point de vue, pour moi, dans la gamme des outils les plus pertinents pour développer cet aspect qui est la poétisation du patrimoine. Merci beaucoup, Xavier. Donc, je prends le relais et on va arrêter le partage de notre écran. Voilà, pour une première, on n'est pas trop mauvais puisqu'on est resté dans les délais. Nous sommes à 18 minutes 30. Je m'empresse donc d'aller regarder l'onglet des questions. Donc, n'hésitez pas à en poser plusieurs. Je n'en vois pas apparemment dans l'immédiat. Un effet de sidération. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, Xavier est prolixe et très enjoué quand il s'agit de parler de patrimoine et de réalité virtuelle. Et comme il le soulignait tout à fait, c'est bien le côté bénéfique du choix
des bonnes stratégies de démarrage qui font qu'aujourd'hui, cette expérience a pu durer et qu'on n'a pas dû la remplacer parce qu'une nouvelle technologie apparaissait. Alors, quels sont les budgets moyens de ces expériences de réalité virtuelle? Très bonne question. Alors, moi, j'allais dire que pour démarrer en réalité virtuelle, je vais donner un élément de réponse et puis Xavier pourra compléter si nécessaire. En fait, c'est très varié. C'est comme si vous demandiez le prix d'une voiture. Voilà. On peut tout faire et vous livrez aussi une Rolls, mais pour vous répondre, franchement, je pense que un lieu patrimonial qui aujourd'hui démarrerait avec un budget d'environ 5 000 euros pourrait se lancer dans l'aventure de la réalité virtuelle et avoir anticipé et travaillé avec des équipes pour pouvoir intégrer dans sa scénographie des premiers éléments de la sorte. Et l'idée est de bien réfléchir à comment ça va s'intégrer dans le process global plutôt que de dire ah ben oui, en fait, telle société est venue me proposer telle technologie, ça c'est plus difficile. Alors je ne sais pas quels sont les éléments financiers côté Laval. Mais... Côté Laval, alors plusieurs éléments, comme tu le disais, d'abord ça va dépendre de la pertinence du scénario et de la pertinence de ce qu'on veut faire. Il n'y a rien de pire que de rentrer par la phase technique. Hein. On a eu la phase je veux ma table multitouch. Alors du coup, quand on rentre par la technique, ça coûte toujours plus cher parce qu'on veut toujours la dernière et on n'a pas pensé à ce que l'on veut construire comme scénario. Je vous dis le pire, je ne donnerai pas le nom d'une très grande ville qui a fait une très grande erreur, qui s'est comptée en millions pour arriver à la fin à quelque chose qui ne sert à rien. Mais donc, il faut être très très vigilant là-dessus. Nous, pour des monuments, pour des petits scénarios, on avait des budgets qui variaient entre 10 000 et 20 000 euros annuels. Pour le développement de Laval en 1753, là, on se compte en centaines de milliers d'euros, mais c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années et à une époque où la technologie était très émergente. Donc, effectivement, les coûts, ce sont aussi les coûts à un instant T. Tout à fait, puisque je rebondis aujourd'hui, on le voit, Facebook va se lancer et repousser encore la réalité virtuelle pour que ça arrive dans le quotidien des utilisateurs. Donc, le prix des devices, des équipements va réduire drastiquement. Donc, la question de Robin, c'est quels sont les retours des utilisateurs, en l'occurrence des touristes, sur l'utilisation de la réalité virtuelle? Alors, il y a deux publics, on va dire le public lavallois et le public hors Laval. Vous allez voir, le public qui est hors Laval, il trouve une solution de confort qui est vraiment extrême, puisque quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez rien, l'avantage, c'est que la visite, ça peut être un peu redondant, ça peut être un peu rédhibitoire, surtout si vous êtes obligé de tout expliquer dans une visite. Or, nous, on prend du temps avec le visiteur, parce que dès le début de chaque visite, vous avez cette expérience synthétique du château à plusieurs époques en réalité virtuelle. Et donc, ça vous place tout de suite dans une situation où vous maîtrisez des éléments. Vous n'êtes pas tout le temps en train de supplier le guide pour comprendre où vous en êtes. Ça vous donne un confort de visite et ça, les visiteurs savent vraiment nous le faire partager. Pour les Lavallois, c'est plutôt le sens contraire, c'est-à-dire pourquoi quand on va ailleurs, c'est pas exactement pareil. Vous voyez, il y a une espèce de candeur naïve, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que tout le monde présente des expériences aussi différentes, mais je pense que le virtuel va devenir un standard, en tout cas dans la visite. Et donc, je rebondis. N'hésitez pas à poser des questions pour qu'elles puissent s'afficher. On va essayer d'y répondre. J'en ai une. Alors, en plateau du tourisme Digital Day, moi, j'en ai une. Je voulais juste savoir, alors, comment on fait pour travailler finement, pour justement allier l'humain et le digital, et comment on travaille sur le scénario. Vous parliez de ça tout à l'heure, Xavier. Comment on travaille sur le scénario, sur le storytelling de son établissement? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, voilà, vous, comment vous avez travaillé sur le château de Laval? Alors, pour l'instant, effectivement, quand on parle de storytelling, ça dépend de ce que l'on veut faire. Il faut être clairement accompagné. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a développé quand même un petit savoir-faire là-dessus, mais si vous rentrez de toute façon aujourd'hui, je pense à du Puy du Fou, des choses de plus importantes, si vous voulez faire construire quelque chose de grand, parce qu'on peut construire quasiment un film avec de la réalité virtuelle, il faut de l'argent, mais derrière, il faut être équipé et avoir une équipe scénario. Ça, il faut partir. Si vous partez sur des choses beaucoup plus simples, il faut quand même mettre
autour de la table, d'abord vos médiateurs et votre équipe pour se demander clairement qu'est-ce qui vous manque dans l'expérience. Si je vais prendre le château de Laval, mais vous avez le château de Falaise qui a développé une expérience encore plus grande. On en a tous des besoins qui sont différents à des endroits du château. Et avec des personnes qui viennent et qui ont des besoins différents. On a tous le besoin de dire clairement, on est où, comment on se repère, quelles sont les évolutions dans le temps. Ça va être un scénario très simple à mettre en place, puisqu'il s'agit simplement d'avoir une maquette évolutive, par exemple, à 2 ou 3 périodes. Ça veut dire simplement que derrière, ce n'est possible que si vous avez eu le travail d'archéologue. Nous, on a un service archéologique municipal qui a beaucoup travaillé sur le château. Donc, effectivement, on avait énormément d'éléments. Pour le château de Falaise, ça a été un peu le cas aussi. Donc, la première chose, c'est les médiateurs et les scientifiques. L'équipe virtuelle, elle doit venir après et essayer d'apporter son expertise, mais après, à partir de ce que l'on veut construire, nous. Il n'y a rien de pire que d'être livré entre les mains de techniciens qui vont délirer tranquillement parce que eux, c'est leur marotte. Il faut vraiment construire un groupe commun. Mais la première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut démontrer. Donc, ça peut être un truc très très simple. Est-ce que, justement, vous étiez avant de parler justement de faire venir l'équipe virtuelle après, est-ce que vous avez déjà été confronté au fait que la solution numérique n'existe pas encore? Alors, ou en tout cas qu'elle n'était pas accessible financièrement. Parce que il y a des moments, il faut être capable de dire, voilà, moi je veux bien faire un film en 3D, une épopée, mais je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut commencer par du basique, parce que bien souvent l'expérience de visite aujourd'hui, elle n'est pas à chercher dans des choses énormes. Il faut l'humain peut être un très bon conteur. Tout à fait. Le virtuel va être un de ces outils pour développer un compte qui ne doit pas forcément être totalement filmé ou totalement virtuel. Et tout à fait. Dans le positionnement de Laval Virtual, qui est devenu au fil des années plus qu'un salon, puisque c'est plus de 22 ans d'expérience, c'est aussi de nouveaux services avec un écosystème dans la région très actif dans ce domaine-là. Et nous, au sein du Center, nous accueillons les utilisateurs ou futurs utilisateurs pour les sensibiliser, donc des professionnels qui peuvent avoir des problématiques qui leur sont spécifiques, et on va les accompagner pour déjà, première chose, leur dire, mais n'inventez pas quelque chose, ce produit existe déjà sur étagère. Vous allez potentiellement donc faire des économies, et comme le dit Xavier, avec une technique aussi de petits pas et de démarrage pour mettre en relation avec les bonnes entreprises, parce que nous, c'est notre job de recenser qui fait quoi dans ce domaine d'activité-là, et on est en contact avec plus de 5000 entreprises dans le monde qui sont spécialisées dans la réalité virtuelle. Du coup, question de Céline, ces outils sont-ils toujours associés à une visite guidée ou plutôt adossés à des visites libres? C'est complémentaire. Les deux, c'est complémentaire. Et en plus, comme en plus, une fois que vous avez votre support, vous pouvez le transcrire dans d'autres supports. Par exemple, nous, ce qui était utilisé en guidé est passé en réalité augmentée parce que l'adaptation de votre produit, il est finalement relativement simple. Et cette visite augmentée immersive, on l'a même utilisée en dehors du château, tout simplement parce que quand vous allez sur un salon, vous pouvez désormais, un peu comme vous visitez votre maison, vous faites votre cuisine, vous pouvez vous mettre à l'intérieur du château et faire partager à distance l'expérience de visite de votre château. Donc vous voyez, c'est l'avantage, une fois que vous avez votre produit virtuel, il est déclinable sur plusieurs supports, il est utilisable de plusieurs manières. Il ne faut pas se rater au début. Voilà, tout à fait. Donc il y a de l'interactivité. On l'a vu aussi pendant la période Covid, de nombreuses initiatives dans le domaine du tourisme où les lieux qui accueillent du patrimoine ont essayé aussi de faire découvrir ce patrimoine à distance à des visiteurs virtuels. On a vu l'ouverture de musées ou de zones virtualisées gratuites pour le public pour pouvoir garder ce contact pendant cette période un peu particulière que nous vivons. Et c'est aussi l'opportunité de pouvoir embarquer des visiteurs dans des événements hybrides avec notamment le Laval Virtual World où on peut potentiellement avoir des visiteurs en physique et à distance également. Alors Robin pose la question, est-ce que la VR ne spoile pas ou ne spoile-t-il pas le voyage? On espère que non, parce qu'il y a l'humain qui reste au cœur de tout ça. Pour l'instant, ça n'a. Voilà, c'est comme si je disais, est-ce qu'un dessin de Viollet-le-Duc de Carcassonne idéalisé au Moyen Âge spoil Carcassonne? Non, je pense que
la réalité virtuelle démultiplie au contraire l'affect du patrimoine. Il donne envie d'aller voir. Voilà. Il donne une reconnaissance, il permet de maintenir le lien, mais pour nous, en tout cas, le dialogue continue à se faire autour de ce patrimoine. Et en même temps, il permet également à la communauté scientifique de travailler tout autour avec nous. On a un partenariat notamment avec Guédelon, qui reconstitue un donjon qui est un peu disons-le clairement, le leadership du donjon de Laval. Et de l'autre côté, ça nous permet de dialoguer sur ces techniques. Mais pour nos visiteurs, non. Il y a un petit goût de reviens-y. L'expérience quand même de visite d'un château réel, ça reste quelque chose je pense, d'irremplaçable. Voilà, la réalité virtuelle, nous, on l'a fait décaler. Voilà, on n'a pas volonté de se substituer complètement. Je vous remercie tous les deux, Nicolas Ribert et Xavier Villebrun, pour votre retour d'expérience sur l'expérience culturelle immersive en château. Merci en tout cas à tous les deux. Merci de l'invitation. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous à 17h20 pour une table ronde sur le numérique indispensable à la visibilité de vos actions.